Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Ainsi parlait Yoda d'Olivier Pourriol. Grand maître de l'ordre Jedi, Yoda incarne la figure du sage guerrier avec des répliques devenues cultes pour de nombreuses générations. Plus qu'une saga de cinéma, Star Wars touche à des valeurs essentielles. Au travers d'une conversation entre Léa, Han Solo, Luke Skywalker et Chewbacca, le philosophe écrivain Olivier Pourriol nous entraîne dans la fabuleuse épopée philosophique qu'est Star Wars, pour le plus grand bonheur des fans. Anakin est-il prédestiné à sombrer vers le côté obscur? Peut-on échapper à son destin? Et si les robots pouvaient penser? Et si les personnages de Star Wars étaient les plus grands philosophes de l'univers? Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Joël Descaires. Et Monsieur Descaires, je veux qu'on parle du livre des Baltimore. Est-ce que vous voulez un peu raconter aux auditeurs, ça raconte quoi, ce roman-là? Avec plaisir. Le livre des Baltimore, ça raconte l'histoire d'un écrivain, Marcus Goldman, qui est un écrivain new-yorkais originaire de la petite ville de Montclair. Et dans ce livre-là, il décide de raconter l'histoire de sa famille, de son oncle Saul, de sa tante et de ses deux cousins Woody et Hillel, qui sont eux, donc l'oncle Saul et le frère de son père, et ce sont eux les Goldman de Baltimore. Et ils habitaient dans une banlieue riche et chic de Baltimore, et Marcus a le souvenir de quand il était enfant et du plaisir qu'il avait à aller les voir, à passer ses congés avec eux, et de la fascination qu'il avait pour eux, à les voir plus puissants, plus riches, plus que les autres, toujours plus. Et puis, quand il repense à l'histoire, au fond, il raconte comment, à un moment donné, il réalise que la peinture un peu idyllique, que l'image un peu idyllique qu'il avait d'eux n'est pas la réalité, et il se rend compte que voilà, qu'il y a une histoire de famille qui est beaucoup plus dure que ce qu'il pense, que les relations entre ses grands-parents, son père, sa mère aussi, son oncle et sa tante ne sont pas celles qu'il pensait. Et puis, il grandit évidemment, ses cousins aussi, puis il y a un drame qui arrive. Et donc ce livre des Baltimore, c'est Marcus qui revient, quelques années après, qui revient sur l'histoire de sa famille. Et justement, vous vous promenez beaucoup dans le temps, entre le passé et le présent, pour nous raconter l'histoire, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui est arrivé, cet événement majeur-là. Oui, parce que le temps, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu c'est la notion au fond de se demander où on va et d'où est-ce qu'on vient aussi. Et il y a pour moi, et c'est personnel, hein, mais il y a pour moi dans ça, il y a toujours un rapport à la temporalité. Il y a un rapport à l'enfance qui est important, à la construction de soi qui est important, les souvenirs sont importants, et tous ces éléments-là nécessitent évidemment qu'on reparte en arrière. Et il y a dans le roman beaucoup d'allers et retours entre le présent, où il raconte et il se souvient, et puis le passé. Et je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui est aussi important pour moi. Peut-être parce que j'ai une mémoire un peu étrange et que je ne suis pas doué pour plein de choses, mais qu'il y a une seule chose pour laquelle je suis doué, c'est les souvenirs. Et j'ai énormément de souvenirs de mon enfance et de tout, en fait. Je me rappelle d'énormément de choses. Et peut-être que, voilà, que je fais toujours des liens sans m'en rendre compte toujours, mais je fais beaucoup de liens entre le présent et des souvenirs passés. Et peut-être, inconsciemment, quand j'écris, je le fais aussi. Et c'est pour ça, c'est le cas dans le livre précédent aussi, il y a beaucoup d'allées et venues entre le passé et le présent. Mais est-ce que c'est dur en tant qu'auteur de faire cette structure-là, le passé et le présent? Est-ce que c'est dur de faire une structure comme ça? Je crois pas. Moi, en tout cas, c'est une structure qui me plaît parce que j'aime bien parler de mes souvenirs à des amis ou comme ça. Et donc, je me dis que peut-être que quand j'écris, j'ai envie de le faire aussi. Alors là, c'est pas mon histoire, hein. C'est une histoire que j'invente. C'est de la fiction pure. Mais ce qu'il y a peut-être de personnel, c'est cet aller-retour avec les souvenirs que Marcus fait. Et pour moi, donc c'est un livre qui est décomposé en plusieurs périodes, mais il a été écrit tel que vous le lisez. Donc on va et on vient dans les différentes périodes, et je les ai imaginées comme ça. Et c'est une gymnastique de la tête qui me plaît assez. Ça me plaît assez parce que ça nécessite que, en tant qu'auteur, ça nécessite que je sois très, très clair. D'abord pour moi, parce que si je veux pas me perdre dans ma propre histoire, il faut que je sois très clair et que je sache exactement où j'en suis à tel moment. Et plus j'avance dans mon histoire, dans le récit,
plus je dois être conscient de ce que j'ai raconté avant. Donc il y a toute cette gymnastique de l'esprit qui me marque et qui me plaît. Et je pense que dans ce livre, ça transparaît assez. Et pourquoi avoir décidé de ramener Marcus, qu'on avait connu dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, comme personnage principal de ce roman-là? Parce que c'était mon idée originale avant la parution de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Quand, vous savez, La vérité, c'est mon 6e roman. Et en commençant ce livre-là, je me suis dit, mais tiens, je ferais bien, après 5 romans qui se situent tous en Europe, je me suis dit, je ferais bien le 6e et peut-être le 7 et 8e. Je ferais bien une parenthèse américaine qui me permettrait dans ma tête, de partir un peu de l'Europe. J'en avais besoin, je pense, pour me régénérer un peu. Et donc j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et puis une fois que je l'ai fini, et pendant la phase de correction du livre, je me suis mis au livre suivant, sans imaginer une fraction de seconde que Kéber aurait un succès pareil. Jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Et quand je m'y suis remis, quand je me suis replongé, donc Kéber est paru en septembre, il y a eu 3 mois assez fous de promos très intenses où j'ai eu peu de temps pour écrire. Et finalement, en janvier 2013, quand je me suis remis vraiment dans le livre suivant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant que le précédent roman a eu un succès pareil ? Je me suis dit, je peux quand même pas reprendre ce personnage de Marcus, etc., parce que on va dire, mais quand même, il reprend pour avoir un succès, parce que c'est la facilité, etc., etc. Donc j'ai essayé de changer un peu, puis j'ai réalisé, en reprenant les premières versions, qu'en fait c'était mon envie originale, c'était ça que j'avais envie de faire, que ça datait d'avant le succès, et qu'il fallait que je sois capable d'écrire ce que j'avais envie d'écrire malgré le succès, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que le succès a été un peu... C'était pas très grave, hein, mais ça a été une période un peu déstabilisante pour moi, parce que j'ai dû me dire, mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parce que l'envie, c'est à vous. Évidemment, j'ai envie de beaucoup de choses. J'ai envie que les lecteurs qui ont aimé Kéber aiment aussi le suivant et tous les autres. Enfin, on a envie de plein de choses, mais on n'a jamais le contrôle sur l'envie des autres. On a un contrôle sur son envie. On a le contrôle sur soi. Et je me suis posé la question et j'ai mis quelques semaines à me dire, mais attends, qu'est-ce que tu as envie de faire toi ? Et à chaque fois que je déviais et que je quittais mon texte pour aller vers mon envie, je reprenais le texte original qui était ce roman-là, Le livre des Baltimore. Et c'est comme ça que finalement, après 2 mois à peu près, je me suis dit, mais écris ce livre-là, parce que c'est le livre que tu as envie de faire maintenant, comme ça, et puis ensuite tu verras bien ensuite ce que tu en fais ou pas. Mais c'était le livre que j'avais commencé, le livre que j'avais envie de faire. Et puis, vous savez, un livre, est-ce qu'il aura du succès ou pas, ça on ne peut pas le savoir, hein. Ce qui est à vous, ce qui vous appartient, c'est le plaisir que vous avez eu. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire pendant ces 2 ans et demi, presque 3 ans. J'ai eu énormément de plaisir, et ça c'est le plus important. Parce qu'après, voilà, le livre paraît, il a du succès, il n'en a pas. Ça dépend des lecteurs, des libraires, des journalistes, ça dépend de beaucoup de gens, mais pas de l'auteur, parce que l'auteur, c'est ce que je disais avant, le travail de l'auteur, il est fini. C'est le partage qui commence, cette phase de partage. Et puis moi, je peux le défendre un peu, je peux venir vous en parler ici, je peux faire de la promotion, mais je pars d'un livre qui est déjà écrit, qui existe comme il est, et il est comme ça. Et ce livre, c'est une image figée qui s'est figée en juin 2015, quand on a fini le texte vraiment. Il s'est arrêté là et c'est fini. Est-ce que vous allez vouloir le ramener, Marcus Goldman, dans un prochain roman, ou c'est fini pour Marcus? Je sais pas, c'est dur de faire des promesses. Je peux pas vous promettre que je le ramènerai, je peux pas vous promettre que je le ramènerai pas, parce que de nouveau, mon envie, je la connais pas. Je sais pas du tout, peut-être qu'un jour, j'espère vraiment que j'aurai encore beaucoup de livres devant moi, et j'espère que ce sont que les 3 premiers livres que j'ai écrits d'une longue lignée de livres, et du coup, peut-être bien qu'un jour il sera là. Peut-être que ce sera dans 1 an, peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 30 ans, peut-être que ce sera jamais. C'est difficile. Vous savez, je suis même pas sûr de ce que j'ai envie de manger demain. Donc, de savoir ce que j'ai envie de faire comme roman, c'est vraiment difficile. Et les gens font beaucoup de comparatifs entre vous et Marcus. Ils en font un peu. Ils en ont fait beaucoup à l'apparition de Kéber, parce qu'évidemment, il y avait tout d'un coup ce romancier qui sortait de nulle part et qui avait un succès très important. Et je crois que là, maintenant, le temps a un peu passé, donc ils en font moins. Ça reste quelque chose qui les titille, parce qu'évidemment, le roman est écrit au jeu, avec un personnage qui a mon âge, qui est un contemporain, si on veut, hein, qui est vraiment dans ma temporalité à moi.
et je peux pas empêcher qu'on puisse faire un lien, même si moi, la réponse, je la connais, c'est que je me sens proche de Marcus, oui, parce que c'est un personnage de roman que j'ai créé, mais autant que le personnage de Saul, de Harry Kéber, de Jenny, enfin que ce soit un personnage homme, femme, jeune ou vieux, les personnages que je crée, ils ont un petit peu de moi, donc je m'en sens proche, mais il n'y a pas un personnage dont je me sente plus proche qu'un autre. Je crois que si je me sens moins proche d'un personnage dans un livre, alors il faut qu'il parte. Il faut que je renonce, parce que ça veut dire que je ne l'ai pas réussi, qu'il manque quelque chose. Mais dans tous les personnages qui restent à la fin, il y a une égalité, une vraie égalité entre eux. Alors, j'ai pas d'enfants, mais j'aurais envie de vous dire, un peu comme un parent aime tous ses enfants. Est-ce qu'il les aime plus ou moins? Je crois pas. Je crois qu'on aime nos enfants différemment, il me semble. Revenons un peu au livre des Baltimore. Moi, il y a un segment qui m'a beaucoup fait rigoler. On a eu droit un peu à votre humour. Lorsque Hillel surprend son directeur avec la professeure, il lui fait une fessée coquine. J'ai trouvé ça drôle, puis j'aurais aimé ça en avoir un peu plus dans le roman. Est-ce que dans le prochain, on aura peut-être un peu plus d'humour? Mais vous savez, c'est marrant parce que on me parle souvent de l'humour. Et j'aimerais bien faire des livres drôles, mais c'est très difficile d'être drôle. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être drôle quand on parle. Quand vous êtes avec des gens, des amis, vous êtes à table, vous racontez une blague et tout le monde rit. Donc vous avez une réaction qui est immédiate. Donc vous vous dites, bon, moi je suis marrant. Puis ça vous donne envie de faire une autre blague et puis vous en faites une autre, puis c'est drôle. Ou de la même façon, si vous faites une blague et puis que les gens rient pas, ben vous la rattrapez puis vous dites, bon, moi je suis peut-être pas très drôle et je la ferai pas. Donc quand vous êtes en contact direct avec des gens, faire des blagues c'est très facile. Quand vous écrivez, c'est très compliqué parce que vous avez personne qui vous dit si c'est drôle ou pas. Et c'est impossible de le savoir. Alors, en tant qu'auteur, oui, c'est vrai que vous écrivez, vous dites, tiens, ça c'est marrant. Alors, ça vous amuse une première fois, et puis vous relisez une deuxième, puis vous dites, ouais, c'est pas mal. Puis vous relisez une troisième, puis vous relisez la même gag ou la même scène, et vous dites, en fait, c'est pas si drôle. Parce qu'évidemment, à force de la lire et de la relire et de la relire, il y en a plein qui partent. Il y a plein de scènes que j'enlève, parce que je me dis, mais en fait, je croyais que c'était drôle, et c'était pas drôle du tout. Donc je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'ose plus. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse confiance, mais c'est très très difficile parce que la blague, vous savez, les bonnes blagues qu'on a, c'est souvent la même ou presque, qui a déjà marché 2-3 fois et on est sûr de soi parce qu'à chaque fois elle fait rire, alors on se dit ah celle-là elle fait rire et on l'a fait et tout le monde rit, on est très fiers d'elle. Mais quand on écrit, on a ce décalage et je me dis souvent, mais à force de relire à ce moment, je me dis mais en fait c'est pas drôle. Donc voilà, c'est vrai. Être drôle, je trouve, c'est très difficile. Et donc, moi, je sais que quand un roman me fait rire, ça me marque beaucoup plus qu'un roman qui me fait pleurer. Parce que faire pleurer les gens, c'est assez simple, parce qu'on connaît tous des thèmes tristes. C'est la misère, il est triste, ses parents sont morts, il a un cancer. Vous voyez, il y a plein de thèmes qui nous marquent, qui nous font de la peine, ou avec lesquels on peut créer des liens et des histoires qui sont les nôtres. Et du coup, on s'identifie à la peine de ce personnage ou de l'histoire, et on a de la peine, et on pleure, et on est triste. Donc le sentiment de tristesse, il est relativement facile à créer, parce qu'un auteur, il sait que quand une scène, il peut se dire, bah, c'est une scène triste. Une scène drôle, c'est moins difficile. Mais je vais essayer du coup d'être plus drôle. Et moi, je trouvais aussi le lien fraternel entre les cousins, je trouvais ça très touchant de voir ce lien-là entre les cousins également, avec Hillel aussi, qu'on apprend à découvrir avec Woody, le jeune garçon qui va venir s'incruster un peu dans la famille Baltimore. Oui, c'est pour moi, j'avais envie de raconter aussi à quel point l'amitié, la famille, comme ça, il peut y avoir un lien qui est très fort, aussi fort que l'amour au fond. C'est un lien d'amour, hein. On a de l'amour pour un frère ou pour une sœur ou un cousin ou un ami, et on a souvent un amour qui est aussi fort que celui qu'on ressent pour son conjoint ou son mari ou sa petite copine. Il y a quelque chose qui est très fort, parce qu'il y a quelque chose qui est de la chimie. On se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on se connaît, on anticipe les réactions de l'un de l'autre. Et j'avais envie d'essayer de rendre ou de rendre hommage presque à ce lien qu'on a, je crois, avec très très peu de gens. Et je le compare aussi à l'amour, c'est-à-dire à l'amour pour une femme ou un homme, ou pour son mari ou pour sa femme, parce que c'est des sentiments qui arrivent très peu de fois. C'est comme ça, une fois par vie, 2 fois par vie, pas beaucoup plus, on a cette connexion qui se fait. Et avec les amis, c'est pareil, vous voyez les très très bons amis,
les amis, les âmes sœurs presque, comme on dit, ou comme on dit parfois à la vie, à la mort, tellement c'est fort. On en a quoi? 1, 2, peut-être 3, mais on n'en a jamais plus. Ce qui est bien, parce que voilà, c'est un lien qui est rare, et ce qui est rare et fort comme ça, c'est très beau. Et j'avais envie d'essayer de rendre ça. C'était pas simple aussi, parce qu'il fallait réussir à le faire bien, il fallait réussir à le raconter avec le peu de mots qu'il y a dans une amitié. Dans une amitié, on se parle peu. Dans une amitié, on peut parler des heures au téléphone, et on ne sait plus ce qu'on s'est dit au fond, parce qu'on aime juste être ensemble, la présence. Et c'est dur de raconter une présence dans un livre, parce qu'on a besoin de mots, on a besoin de dialogue, on a besoin de scènes. Et j'avais un peu peur justement de pas être assez clair dans le ressenti. Et ça, pour ça, je suis très heureux, parce que je crois dans ce que les gens me disent, que ça passe bien. Il y a aussi l'ami que Marcus va retrouver. On donnera pas de punch aux gens, mais il va retrouver une amie de longue date qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. Eux aussi ont une relation très, très solide, très touchante. Oui, c'est aussi cette relation. Alors ça, c'est une amie-fille. J'ai dit c'est une amie-fille dans le sens où il y a l'amitié avec Woody et Léa, qui sont 3 garçons ensemble, et qui est une amitié qui naît quand ils sont enfants. Et on a souvent tendance, enfants, à avoir des amis du même sexe. Et puis il y a cette fille qui en plus est un peu plus âgée, et il y a cette complicité très forte, cette admiration, s'ajoute à ça cette ambiguïté qu'on peut avoir quand on est amis avec garçon-fille, et qu'on arrive à un âge où on se regarde. Et l'ambiguïté, elle est pas mal aussi, parce qu'on mélange un peu tout. On est dans ce moment où la frontière qui est très claire, quand vous êtes amis, homme-femme, enfin homme-homme ou femme-femme, il n'y a jamais une ambiguïté, parce que vous êtes des amis, puis il n'y a rien d'autre qui vient. Et puis quand vous êtes amis avec quelqu'un pour lequel vous pouvez avoir une attirance charnelle, il y a quelque chose en plus. Alors il y a quelque chose en plus parce que vous passez une barrière en plus que vous ne pourrez jamais passer avec vos amis sur qui vous n'avez pas de fantasme, si je puis dire ça comme ça. Mais donc c'est quelque chose qui va un cran plus loin, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile, qui peut se casser beaucoup plus vite et qui peut ne pas se réparer. Moi, j'ai l'impression que les amitiés très fortes, elles se cassent jamais. Que vous pouvez vous perdre de vue, en vous retrouvant, vous vous retrouverez. Vous aurez cette connexion qui se fait, vous dites « Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas vu depuis tout ce temps ?» Mais c'est immédiat. Alors que quand il y a un aspect plus érotique qui vient, avec des envies, avec des désirs, avec des choses qui vont à l'encontre de cette pureté de l'amitié au fond, et ben quand ça se casse, je crois que ça se casse, et que ça se casse pour toujours ou presque. Et est-ce que c'est dur justement à écrire ces scènes-là dans un roman? Oui, c'est pas évident. Mais alors pour moi en plus, c'est pas évident de créer des personnages de femmes, parce que je trouve que les femmes dans la vie sont des personnages qui sont toujours très forts, et il faut arriver à bien les rendre. J'aurais de la peine à écrire un livre où je pense même que je pourrais pas écrire un livre au je, et dont le je serait une femme, parce que la femme et l'homme sont très différents, et que la femme a un côté beaucoup plus battant, beaucoup plus fort que l'homme n'a pas. Et je dis pas ça parce que vous êtes une femme ou pour me faire de la pub auprès des femmes, je dis ça parce que je le pense vraiment. Je le vois dans les rapports, je le vois dans les rapports amoureux par exemple, où souvent la femme est plus franche, elle dit les choses, elle est plus claire. L'homme l'est moins souvent, l'homme est plus lâche, je le pense vraiment. Et c'est difficile du coup de rendre ça bien, je trouve. Et donc c'était pas évident, parce que j'avais dans le livre, j'ai ce dialogue, enfin je veux dire, j'ai cette histoire entre 3 garçons, et là pour moi c'est très évident. Et puis il y a cette fille aussi qui vient en jeu, et donc je me dis toujours mais j'aimerais être juste, j'aimerais que le ton soit juste. Et je doute assez peu de mon ton quand il s'agit des garçons, et je doute beaucoup plus, c'est plus difficile pour moi quand il s'agit d'une fille ou d'une femme, parce que j'aimerais que ça sonne bien justement. Et le livre se termine en disant « Pourquoi j'écris ?» parce que les livres sont plus forts que la vie dans la dernière page. Joël Descartes écrit pourquoi? J'écris parce que les livres sont plus forts que la vie quand même. Parce que la littérature, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Quand vous lisez un roman, et là je parle en tant qu'auteur, mais je crois que je parle surtout en tant que lecteur. Quand vous lisez un bon roman qui vous emporte,
et que du coup vous vous réjouissez de rentrer chez vous, de prendre une pause, ou d'être dans le bus ou dans le métro pour lire votre livre, et que vous oubliez de descendre, que vous oubliez de manger, que vous oubliez l'heure, que vous vous couchez plus tard ou que vous vous levez tôt ou que vous pensez qu'à ça, c'est quelque chose qui est tellement fort. C'est comme une deuxième vie au fond. Et c'est une deuxième vie beaucoup plus forte que celle que peut vous offrir une bonne série télé ou un bon film. C'est beaucoup plus fort parce que vous êtes vous-même le créateur de ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'une série télé, il y a des très bonnes séries, hein, moi j'adore ça, il y a des très bonnes séries télé, mais on vous impose des visages, on vous impose un rythme, on vous impose des personnages, une langue, un décor. Quand vous lisez, c'est vous qui faites ça. Vous imaginez et les personnages, et les décors, et les lieux, et les odeurs, et les sentiments, et la langue, et tout. Et je trouve que c'est fort, ça. Et je pense que c'est pour ça que quand on est un lecteur et qu'on trouve un livre qui nous emporte, on est porté par des sentiments et on est transporté dans un monde qui est très, très puissant. Et ça, c'est notre créativité à nous. C'est notre monde à nous. C'est cette capacité qu'on a et qu'on a quand on est enfant. Vous savez, quand on est enfant, on joue aux cow-boys, aux Indiens, ou on est sur la Lune ou sur Mars. On sait bien qu'on est dans le parc, on sait bien qu'on est des enfants et qu'on joue mais on est capable d'imaginer ça et on y croit vraiment. Et je crois que quand on est un adulte et qu'on a oublié un peu qu'on a cette force-là et qu'on est en train de lire un livre, et ben au fond, on reconnecte avec cette puissance qu'on a quand on est enfant qui est on peut croire que. Et ça, c'est très important. On s'arrête et au retour, vous nous présentez votre coup de cœur littéraire.